Bonjour à tous. Le Sénat termine cet après-midi l'examen du projet de loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Un texte qui met en œuvre le traité européen et particulièrement la règle d'or qui oblige les États à limiter leur déficit structurel à 0,5% de leur PIB sous peine de sanctions. Et pour veiller au respect de cet objectif, le texte prévoit la création d'un haut conseil des finances publiques présidé par le premier président de la Cour des comptes. Et c'est justement de la création de ce haut conseil dont il va être question cet après-midi dans l'hémicycle. Une création vivement critiquée et contestée par les communistes et quelques radicaux de gauche, dont Jean-Pierre Chevènement, qui qualifie ce haut conseil de chien de garde. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle pour suivre ces débats. Très bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'amendement numéro 2 au sein de l'article 8. La parole est à Monsieur Delahaye pour présenter son amendement numéro 2. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant de présenter mon amendement, je voudrais revenir sur l'amendement précédent sur la parité qui a donné lieu cette nuit à des débats enflammés. Donc permettez-moi de revenir sur cette question. Si tout le monde est d'accord sur le principe de promouvoir la parité, y compris bien sûr dans des instances comme le Haut Conseil des finances publiques, des divergences sont apparues sur les modalités pratiques d'application de ce principe, surtout en cas de nomination par des organismes multiples. L'auteur de l'amendement, qui avait initialement proposé une parité partielle, a d'ailleurs corrigé le tir en séance et l'amendement adopté prévoit finalement la parité pour l'ensemble du Conseil, tout en se remettant à la sagesse de la commission mixte paritaire pour trouver la façon dont elle pourra s'appliquer. À ce sujet, j'ai une proposition à faire. Nous pourrions suggérer un ordre de nomination avec l'obligation pour chacun de respecter la parité. On pourrait commencer par la Cour des comptes, puis l'Assemblée et le Sénat. Ensuite, en revanche, c'est plus difficile pour le Conseil économique et social et l'INSEE. Qui devra désigner une femme, qui devra désigner un homme, et dans quel sens? Ce qui m'assure la transition avec mes amendements. Supprimer les alinéas rajoutés par l'Assemblée pour introduire dans le Haut Conseil un représentant du Conseil économique et social et un autre de l'INSEE, dont l'un soit une femme et l'autre un homme. Je ne suis pas convaincu de la valeur ajoutée de ces deux membres supplémentaires. C'est très français de vouloir compliquer toutes les structures. Au cas d'espèce, je ne suis pas sûr, au vu du peu de cas faits dans le passé du travail du Conseil économique et social par les différents gouvernements, que cette présence féminine ou masculine du Conseil économique et social au sein du Haut Conseil soit vraiment essentielle. Pour moi, de plus, la compétence de cette institution en matière de finances publiques n'est pas avérée. Dans ces conditions et par mesure de simplification, je vous propose de supprimer cet alinéa. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Eh bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, à cet instant, nous nous retrouvons pour la deuxième séquence. Je voulais vous dire que cet amendement qui propose de supprimer la possibilité pour le président du CESE de désigner un membre ne peut recevoir l'assentiment de la Commission des finances, puisque nous avons le sentiment qu'on est arrivé à une forme d'équilibre avec 11 membres et que l'effort tout à fait appréciable de nos collègues députés pour enrichir ce Haut Conseil doit sans doute être préservé. Et donc, la Commission des finances est défavorable. Merci, monsieur le rapporteur général. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Oui, monsieur le sénateur, le gouvernement n'est pas favorable à votre amendement, estimant que le travail de l'Assemblée a enrichi utilement le texte et les réflexions du gouvernement en impliquant le Conseil économique, social et environnemental dans ce processus de désignation, ce qui nous paraît une bonne chose. Les trois assemblées sont ainsi impliquées. Il nous semble que cela ne peut que contribuer, sinon au consensus, en tout cas à la bonne compréhension des avis que ce Haut Conseil rendra, et l'on sait l'importance de ces avis. Donc défavorable.
Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre l'amendement numéro 2 aux voix. Il a reçu un avis défavorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à 3 amendements sur l'article 8 en discussion commune. L'amendement numéro 3 de M. Delahaye. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour l'INSEE comme pour le Conseil économique et social, pour ma part, je ne vois pas de compétences particulières en matière de finances publiques. Donc je ne vois pas de quelle façon, en tout cas, l'Assemblée nationale a vraiment enrichi le Haut Conseil des finances publiques en rajoutant des représentants de ces 2 institutions. Et je ne vois pas d'ailleurs comment on appliquera l'amendement qui a été adopté hier soir sur la parité si l'on maintient la présence de ces 2 personnes. Et par rapport au rapporteur général qui a dit qu'on considérait qu'il y avait un bon équilibre de trouver, moi je pense qu'à 9, l'équilibre était aussi bien trouvé, ce qui permet d'ailleurs au président de l'Assemblée nationale et le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale de se mettre d'accord sur un duo, et la même chose au Sénat. Donc ce qui pourrait, ben si, on peut arriver à se mettre d'accord sur un duo, ce qui fait que pour la parité, ça sera appliqué. Et donc, moi, je ne vois vraiment pas ce que l'Institut national de la statistique vient faire dans ce Haut Conseil des finances publiques. Donc, je propose de supprimer cet alinéa. Merci, mon cher collègue. Amendement numéro 40, M. Gattolin. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je vais présenter cet amendement et l'amendement qui suit, puisqu'ils sont complètement liés, l'un est en repli de l'autre. Avoir fait passer de 9 à 11 le nombre de membres du Haut Conseil n'est pas en soi mauvais. 9 à 11, le nombre diffère à peine, surtout lorsqu'on parle de fonctions qui, comme ici, ne sont pas rémunérées. C'est le profil des membres qui importe. Le travail du Haut Conseil renvoie à des enjeux considérables pour les politiques publiques. Il nous apparaît ainsi tout à fait juste de faire figurer en son sein un représentant du Conseil économique et social. En revanche, nous proposons que le président de l'Office français des conjonctures économiques et non le directeur général de l'INSEE soit nommé comme le 11e membre du Conseil. Ceci au moins pour 3 raisons. D'abord, s'agissant de sciences économiques et de prévision, qui par définition ne sont pas des sciences exactes, il convient de s'assurer de la diversité et de la représentativité des membres du Haut Conseil au sens technique du terme. De la même façon que différentes approches coexistent au sein de la science économique, différentes approches devraient coexister au sein du Haut Conseil. Les grands corps de l'État spécialisés y sont déjà largement représentés par la Cour des comptes. Il apparaît donc judicieux de nommer à leur côté le représentant d'un organisme scientifique public, indépendant et reconnu, dont la crédibilité et le sérieux ne font aucun doute. L'OFCE, dont les prévisions se sont révélées les plus proches de la réalité ces 10 dernières années, ainsi que celles de meilleures au cours des 10 années que celles de la Direction générale du Trésor, de la Commission européenne ou de l'OCDE, remplit de ce point de vue tous les critères possibles. Je ne vous assènerai pas le tableau de l'erreur quadratique moyenne des prévisions des différents organismes, mais je peux vous dire en tous les cas que l'OFCE enregistre des performances bien supérieures à tous les autres organismes, FMI compris. En outre, je souhaite attirer votre attention sur le fait que le directeur général de l'INSEE, nommé par décret en Conseil des ministres, est révocable de la même façon, ce qui paraît le disqualifier d'emblée, quelles que soient ses qualités et celles de son institution, pour figurer au sein d'un haut conseil théoriquement indépendant. Qu'arrivera-t-il s'il se trouve en position de faire ou défaire une majorité et faire pencher un avis du Haut Conseil en faveur ou en défaveur du gouvernement? Loin de renforcer l'autorité du Haut Conseil et de celle de l'INSEE, cette nomination pourrait donc les affaiblir, alors que l'INSEE n'en a guère besoin. Rappelons-nous que de nombreuses polémiques ont secoué cette institution ces dernières années et meurtri son personnel. Rien qu'entre le moment où le précédent président de la République, c'est-à-dire il y a un peu plus de 5 ans, est arrivé à l'Élysée, et le mois de mai dernier, l'INSEE a connu 3 directeurs généraux successifs, soit autant qu'il y a eu de présidents de l'OFCE depuis sa fondation par Raymond Barre en février 1981. Cela démontre assez l'instabilité de la fonction et donc les risques que nous encourons ici. Je redoute
Par ailleurs, que dans cette configuration, la Cour de justice de l'Union européenne soit amenée à considérer que l'indépendance du Haut Conseil ne soit pas assez établie. Alors qu'en serait-il alors si nous étions condamnés par la Cour de justice de l'Union européenne sur ce point? Tandis que le président de l'OFCE, qui n'est pas révocable par le pouvoir exécutif et dont l'autorité universitaire s'inscrit manifestement dans la durée, ne risque pas de se retrouver en pareil cas. Enfin, dernier avantage, à nommer le président de l'OFCE plutôt que le directeur général de l'INSEE, le fait que ce dernier ferait figure bien trop de juge et partie s'agissant d'évaluer les prévisions macroéconomiques du gouvernement. On sait en effet que l'INSEE est associé très étroitement à l'élaboration de ces prévisions, sinon en tant qu'institution, du moins via les personnels de Bercy, dont beaucoup sont détachés via de ces personnels dont beaucoup sont détachés au sein des services de Bercy. Je n'insiste donc pas plus sur ceci. La difficulté intellectuelle me paraît assez évidente pour ne pas en rajouter. Alors l'amendement 41 est pour nous un amendement de repli par rapport au précédent, dans le cas où la Haute Assemblée juge préférable de conserver le directeur général de l'INSEE. Il s'agit donc à ce moment-là de substituer un des membres de la Cour des comptes, enfin d'enlever un des membres de la Cour des comptes pour lui substituer le président de l'OFCE, ce qui permettrait effectivement de rester dans une configuration encore plus étroite de 10 membres. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Ce sera donc un avis sur les 3 amendements qui viennent de nous être soumis. Le premier par notre collègue Delahaye et qui propose simplement de supprimer le directeur général de l'INSEE de la composition du Haut Conseil. Je rappelle à nos collègues que c'est l'Assemblée nationale qui a proposé et qui a voté le principe de cette inclusion du directeur de l'INSEE dans le Haut Conseil. Et à la Commission des finances, nous avons eu le sentiment que c'était une bonne idée parce que on a à l'idée que le Haut Conseil, c'est une instance technique. C'est une instance technique qui est chargée de porter une appréciation sur des prévisions économiques et sur des données macroéconomiques. Et dès lors, il semble important qu'elle puisse bénéficier du directeur d'un organisme fonctionnellement indépendant. Et je crois qu'on n'insistera jamais là-dessus, parce que si l'INSEE n'était pas dans cette logique d'indépendance, on sait très bien qu'Eurostat aurait une attitude très différente de ce qu'elle a eu jusqu'à présent à son égard. Donc, avis défavorable. Sur les 2 amendements qui sont présentés par notre collègue André Gattolin, je pense que l'avis ne peut être favorable puisqu'il s'agit là aussi de rompre l'équilibre que nous avons estimé satisfaisant dans le Haut Conseil et en l'occurrence il s'agirait de retirer un membre avec 2 hypothèses pour mettre à la place quelqu'un qui viendrait de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et à nos yeux, cet amendement ou les 2 amendements posent un problème juridique. L'OFCE est certes un organisme éminemment respectable, mais peut-être ne mérite-t-il pas d'être érigé au rang organique. Sur le fond, d'ailleurs, rien n'interdira aux autorités de désignation. Je rappelle qu'il y a 6 autorités qui font les désignations, et qu'il y a bien là une configuration tout à fait originale en droit français. Rien n'interdira à ces autorités de désigner un économiste de l'OFCE pour siéger au Conseil, s'il remplit les critères de compétences dans les domaines des prévisions économiques et des finances publiques. D'ailleurs, le président du Sénat lui-même a récemment nommé un économiste issu de l'OFCE pour siéger au Conseil des prélèvements obligatoires. Je rappelle enfin que l'article 14 dispose que le Haut Conseil peut faire appel à des organismes ou à des personnalités extérieures à l'administration pour enrichir ses propres analyses et ainsi affiner les avis qu'il est appelé à émettre. Dans ces conditions, je pense que rompant cet équilibre dont je parlais à l'instant au sein de la composition du Haut Conseil et conduisant à nommer quelqu'un de l'OFCE, ces 2 amendements sont quelque part en contradiction avec ce qu'était la position de la Commission des finances. Donc je suggère à notre collègue de retirer ces amendements et sinon je ne pourrai que donner un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur général. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre.
vous prie de m'excuser, Monsieur le Président. Un avis défavorable sur les 3 amendements qui sont puisés à la même inspiration. Le premier qui consiste à supprimer la disposition introduite par l'Assemblée nationale. Je ne crois pas qu'il soit ni judicieux, ni légitime, ni même juste de faire ce procès en subordination politique à l'égard du directeur général de l'INSEE. Certes, il est nommé et révocable ad notam en Conseil des ministres, mais pour autant, quand il est en fonction, chacun sait bien que la matière statistique est assez peu susceptible d'être influencée par je ne sais trop quelle vision politique, d'où qu'elle vienne. Donc je pense que le travail de l'Assemblée nationale mériterait d'être respecté et donc que cet amendement, Monsieur le Sénateur, ne soit pas adopté par la Haute Assemblée. Quant aux 2 autres amendements qui consistent à substituer à ce directeur général de l'INSEE quelqu'un d'autre ou, à défaut, un membre de la Cour des comptes qui céderait sa place au président de l'OFCE, il s'agit donc tout simplement de réserver une place de choix au président de l'OFCE, qui est un institut pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'estime, dont je lis les écrits avec au moins autant d'attention que vous. Mais il me semble que là, on se heurte, comment dirais-je, à une sorte de préjugement. Pourquoi cet institut plutôt qu'un autre? Je vois bien la réponse que l'on pourrait y donner. Mais dès lors que ce Haut Conseil doit faire preuve de la plus parfaite des indépendances à l'égard de toutes les autorités politiques, de toutes les sensibilités politiques, vous voyez bien que la réponse que je donne et que d'une certaine manière vous approuvez condamne d'une certaine façon l'amendement que vous proposez au Sénat d'adopter. Donc rejet pour ces 3 amendements pour les raisons que je viens d'indiquer. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Gattolin. Donc j'ai bien compris qu'il y avait une demande de retrait. Je retire l'amendement 40, mais je conserve néanmoins l'amendement 41 parce que je ne vois pas de raison que la Cour des comptes soit autant représentée. Je pense que cet amendement ne sera sans doute pas voté, mais je veux quand même alerter ceux qui participeront aux désignations je dirais, des membres du Haut Conseil, de l'importance, de la qualité, de la validité et de l'indépendance de l'OFCE et que ces gens-là, hommes ou femmes, peuvent faire parfaitement partie du vivier des experts. Et je pense que ce serait même recommandable compte tenu de la qualité de cette institution. Merci. Merci. Monsieur Young, vous souhaitez la parole. Monsieur le Président, sur le directeur de l'INSEE, je dois dire que j'ai moi-même un peu hésité pour les raisons qui ont été évoquées, mais finalement, je pense que l'INSEE a un statut reconnu, y compris au niveau européen, d'indépendance comme institut de prévision, et c'est une première garantie. Et il y a un deuxième élément, c'est qu'au fond, le directeur général de l'INSEE est effectivement celui qui fera les prévisions économiques de croissance et autres pour le gouvernement. Mais d'une certaine façon, c'est une excellente chose qu'il soit dans le Haut Conseil, précisément pour expliquer comment l'INSEE a mené ce raisonnement et a abouti à les conclusions qui seront sur la table. Donc ça, ce sont 2 raisons qui m'ont paru militer pour lui. Et sur le Conseil économique et social, c'est une institution que nous respectons tous infiniment. Et au fond, on peut se dire, à travers le Conseil économique et social, nous aurons peut-être au Conseil environnemental, CE, SE, nous aurons soit un représentant des forces vives, comme on dit, des syndicats, du monde du travail, et après tout, c'est bien qu'il y ait un tel représentant au Conseil, ou bien un représentant, disons, de la sensibilité écologique ou écologiste, je ne sais pas ce qu'il faut dire, et là aussi, ça serait une bonne chose. Donc, moi, je me rallie à la position du rapporteur. Merci, mon cher collègue. Monsieur Delahaye. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, juste une précision. Moi, je n'ai pas mis en doute l'indépendance politique du directeur général de l'INSEE. J'ai mis en doute ses compétences en matière de finances publiques, puisqu'on est là sur la composition d'un haut conseil en finances publiques. Ce n'est pas un haut conseil pour l'écologie ou pour l'avenir économique de la France. Donc c'est un domaine très particulier et rien n'empêche pour mon collègue Young que le directeur général de l'INSEE puisse être entendu par le Haut Conseil et expliquer. Il n'aura pas besoin d'en faire partie pour pouvoir expliquer la façon dont il a pu faire et établir des prévisions. Donc voilà, moi je reste favorable à ce qu'on supprime ces alinéas. Je pense qu'ils n'apportent rien, les 2 alinéas, Conseil économique et social et l'INSEE, et donc je maintiens mon amendement.
Merci, mon cher collègue. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 3 de M. Delahaye, qui a reçu l'avis défavorable du gouvernement et de la commission. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 40 est retiré, M. Gattolin, c'est bien cela? Je vais donc mettre aux voix l'amendement 41 qui a reçu un avis défavorable du gouvernement et une demande de retrait de la commission. C'est ça, monsieur le rapporteur général? Je vais donc mettre aux voix cet amendement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement numéro 74 de Madame Nathalie Goulet. Vous avez la parole, ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, victoire de l'optimisme sur l'expérience, comme disait Henri VIII à son 6e mariage. J'ai bien l'impression que le gouvernement ni la Commission n'ont envie de ce que le Sénat modifie pour peu la composition du Haut Conseil qui est arrivée parfaite de l'Assemblée nationale. Néanmoins, je propose d'y ajouter 2 membres. Je présume que les réponses seront les mêmes que celles qui ont été faites à mes collègues dans d'autres amendements, qui est un représentant de l'Association des régions de France et un représentant de l'Association des départements de France. Parce que des représentants des collectivités locales, s'agissant d'un Haut Conseil des finances publiques, j'ai le souvenir assez précis de ce qui s'est passé au moment de la suppression de la taxe professionnelle et si les praticiens du territoire ne s'en étaient pas mêlés, je pense que les choses auraient été encore beaucoup plus compliquées. Donc je vous propose d'ajouter sans beaucoup d'espoir 2 membres à ce Haut Conseil des finances publiques. Merci, ma chère collègue. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur général. C'est un amendement qui est fort sympathique. Certes, il prévoit d'accroître le nombre de membres. On passe à 12. Et bien entendu, on est avec un nombre pair, ce qui pose un problème arithmétique en cas de difficulté à s'exprimer au sein de ce Conseil. Mais ça, c'est pas le vrai problème. C'est que pour être désigné au Haut Conseil des finances publiques, le projet de loi organique indique qu'il faut s'appuyer surtout sur la compétence en matière de finances publiques et de prévision macroéconomique. Il faut rappeler que le Haut Conseil sera un organisme technique qui n'a pas vocation à s'exprimer ou à exprimer des recommandations sur tous les sujets de finances publiques. Par conséquent, une représentation au Haut Conseil des différentes catégories d'administration publique serait en soi sans objet. Mais l'amendement est sans doute un amendement d'appel puisque l'auteur ne prévoit pas selon quelle procédure serait désigné ce représentant entre l'ARF et l'ADF. Et j'observe en outre que l'AMF n'est pas cité, ce qui pourrait créer quelques formes de jalousie, d'autant que le président du comité des finances locales s'est lui aussi porté volontaire pour être dans ce Haut Conseil. Bref, vous avez, je pense, tous avec moi le sentiment qu'on est là face à une difficulté majeure qui est de pouvoir effectivement honorer l'ensemble des sollicitations qui auraient pu nous être faites ou qui l'ont été. Vu la philosophie qui a présidé à la mise sur pied de ce Haut Conseil et sa vocation technique sur les sujets d'économie, de macroéconomie, de prévision et de finances en général, je pense que l'équilibre atteint est satisfaisant et donc défavorable à cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur général. Si j'ai bien compté, nous passerions à 13. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Défavorable, monsieur le président. Le rapporteur général a raison d'indiquer que représenter 2 niveaux de collectivité va interroger sur les raisons qui font que les autres ne le sont pas. Et s'il s'agit de représenter les communes, alors l'AMF, ou bien les communes rurales, ou bien les villes moyennes. Au demeurant, il me semble que c'est le Sénat qui peut pourvoir, le cas échéant, à ce que ce Haut Conseil comprenne en son sein des spécialistes des finances publiques sensibles à la question des finances locales. Je crois qu'il faut en rester à la composition telle qu'elle a été imaginée par le gouvernement et par les travaux de l'Assemblée nationale. Et donc, Madame Goulet, j'appelle au rejet de votre amendement. Merci, monsieur Cahuzac. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Je n'en vois pas. Si, Madame Goulet. Non, il est retiré, Monsieur le Président. Il est retiré. Parfait. Merci. Je vais donc mettre aux voix l'article 8. Il n'y a pas d'explication de vote. Quels sont ceux qui sont pour son adoption?
Avis contraire? Je n'en vois pas. L'article 8. Si, pardon, excusez-moi. Il est adopté. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle le scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République en remplacement de Mme Nicole Borvo-Cohen-Seat, démissionnaire de son mandat de sénateur. Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour cette élection. Le scrutin aura lieu dans la salle des conférences où des bulletins de vote sont à votre disposition. Le juge suppléant nouvellement élu sera immédiatement appelé à prêter serment devant le Sénat. Je prie donc M. Jean Desessarts et M. Gérard Lecam, secrétaire du Sénat, de bien vouloir présider le bureau de vote. Ils seront assistés de M. Marc Donis et de M. Jean-François Imbert comme scrutateurs. Le scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République sera ouvert de 15 h à 16h30. Mes chers collègues, il est 15 h. Je vous annonce donc l'ouverture du scrutin pour l'élection d'un juge suppléant à la Cour de justice de la République. Il sera clos, je le répète, à 16h30. Nous en arrivons donc, après l'article 8, à un amendement 73 de M. Philippe Dominati. Eh bien, il tombe, M. Dominati n'étant point en séance. Après l'article 8 bis et un amendement 70 rectifié. C'est M. Caffet qui le défend? Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Cet amendement, en fait, vise à lever une ambiguïté rédactionnelle de l'article 8 bis, qui n'était pas du tout dans l'intention des rédacteurs lorsqu'ils se sont attelés à la rédaction de cet article, puisque leur intention initiale était d'accroître la transparence des travaux du Haut Conseil. Alors, de quoi s'agit-il en réalité? Bon, je crois qu'on peut résumer ce projet de loi en disant qu'il fixe les responsabilités respectives du gouvernement, du Parlement et du Haut Conseil. Le gouvernement, et c'est sa responsabilité, fixe une trajectoire de finances publiques à moyen terme, trajectoire qui s'incarne dans un objectif de déficit structurel. Le Parlement ratifie ou ne ratifie pas d'ailleurs cet objectif et cette trajectoire des finances publiques. D'ailleurs, il peut l'amender ou la modifier s'il le ratifie. Et le Haut Conseil est chargé de vérifier l'effectivité de cette trajectoire, c'est-à-dire de vérifier si l'exécution est bien conforme à l'objectif qui a été fixé par le gouvernement et ratifié par le Parlement. Alors, le problème est que, et nous en avons abondamment débattu hier, cet objectif de déficit structurel est, comme nous le savons, sensible à un certain nombre d'hypothèses, et notamment à l'hypothèse de PIB potentiel. Ça a été débattu hier soir, et de nombreux orateurs se sont exprimés sur la question. Et donc, nous sommes confrontés en fait au problème suivant, c'est que ces hypothèses doivent être les mêmes à la fois pour le gouvernement, bien évidemment, sans qu'il ait la possibilité d'en changer avant la vérification par le Haut Conseil de l'effectivité de cette trajectoire, par le Parlement qui l'a ratifiée et, bien évidemment, par le Haut Conseil. Or, il y a une ambiguïté rédactionnelle dans l'article 8 bis, puisqu'il y est écrit que le Haut Conseil, lorsqu'il se réfère à une estimation de PIB potentiel, doit la motiver. Alors, il y a plusieurs manières d'entendre se référer. Il y a bien évidemment l'acception courante, qui est celle en fait de l'esprit de ce projet de loi, c'est-à-dire avoir un avis sur cette hypothèse de PIB potentiel qui est cruciale dans la vérification de la trajectoire des finances publiques. Et puis, il y a une autre acception qui, elle, pourrait être un peu plus problématique, c'est-à-dire que le Haut Conseil pourrait se fixer lui-même une hypothèse qui, bien évidemment, rentrerait en contradiction avec celle du gouvernement et celle ratifiée par le Parlement, et qui poserait un problème majeur lorsque le Haut Conseil s'attellerait à la vérification de l'effectivité de cette trajectoire. C'est la raison pour laquelle la formulation que je propose est plus claire. Et elle signifie que, bien évidemment, le Haut Conseil étant parfaitement indépendant, il peut avoir un avis sur l'hypothèse de PIB potentiel, il peut la publier. S'il la publie, il la motive, notamment en comparaison des hypothèses de la Commission européenne et de celles du gouvernement, mais que cette hypothèse qui est centrale dans
la détermination et dans le calcul de l'objectif qui est fixé par le gouvernement et ratifié par le Parlement est une hypothèse qui est commune à ces trois instances que sont le gouvernement, le Parlement et le Conseil. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, mes chers collègues, cet amendement a du bon puisqu'il fait suite à la discussion approfondie que nous avons eue la semaine dernière à la Commission des finances. Et nous étions interrogés longuement sur le sujet dont Jean-Pierre Caffet vient d'analyser les tenants et les aboutissants. Il permet, cet amendement, plus que ne le fait le texte de la Commission, me semble-t-il, justement, de mettre en évidence le fait que la crédibilité de la programmation se jouera dorénavant lors de la discussion de la loi de programmation des finances publiques. Et à partir de maintenant, nous allons surtout raisonner en termes de solde structurel. Dès lors, il faut faire en sorte de ne pas surestimer l'estimation de PIB potentiel sur la base duquel la programmation sera construite. Alors, à l'article 5, rappelez-vous, hier soir, nous avons obligé le gouvernement à justifier l'hypothèse de PIB potentiel figurant dans le rapport annexé à la loi de programmation, c'est ce qui a été voté par vous tous. Et ici, l'amendement de notre collègue Jean-Pierre Caffet nous propose un dispositif qui serait le symétrique de cette obligation, mais pour le Haut Conseil, et non plus pour le gouvernement. Éclairé à la fois par les analyses du gouvernement et par l'avis motivé du Haut Conseil, on peut penser dès lors, grâce à ces ajouts importants, que le Parlement pourra voter en connaissance de cause sur la trajectoire de solde structurel. Il s'agit donc d'une amélioration tout à fait opportune du texte qui nous est soumis et la Commission des finances y est favorable. Merci, Monsieur le rapporteur général. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Favorable, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Je n'en vois pas. Je mets donc l'amendement 70 rectifié de Monsieur Caffet aux voix. Il a reçu l'avis favorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Oui, Monsieur le Président Marini. Oui, je voulais dire que je voterai cet amendement car c'est une clarification utile. Je pense que c'est un progrès méthodologique et dans la manière dont nous abordons les compétences du Haut Conseil des finances publiques. Il faut bien voir que les lois de programmation vont être le cadre de référence en conformité avec les programmes de stabilité successifs, bien sûr, mais l'importance qui s'attache à ce que le Haut Conseil des finances publiques appréhende, motive son approche du produit intérieur brut potentiel, c'est important, c'est à l'évidence très grande, et cette clarification me paraît, à titre personnel, être tout à fait bienvenue. Donc je voterai bien volontiers cet amendement. Merci, Monsieur Marini. Je mets donc aux voix cet amendement numéro 70 rectifié. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Je n'en vois pas. Il est adopté à l'unanimité. Je vais donc mettre aux voix l'article 8 bis. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Nous en arrivons à l'article 9 et un amendement numéro 29 de Madame Beaufils. C'est Monsieur Bocquet qui le défend. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette suppression de l'article 9 découle naturellement de notre position de fond sur la création du Haut Conseil des finances publiques, en l'espèce plutôt de sa suppression initiale. Nous ne mesurons en effet pas en quoi, à la lecture de l'article 9, ce que ce Haut Conseil va bien pouvoir apporter à la loi de programmation. Outre le fait que la publicité de l'avis du Haut Conseil ne sera effective qu'au moment où le projet de loi de programmation sera déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, on est même en droit de se demander si l'avis du Haut Conseil ne sera pas redondant avec les éléments que l'État lui-même pourra associer à son projet de loi. Même dans les lois de finances que nous avons pu connaître depuis une bonne vingtaine d'années maintenant et qui surestimaient l'impact du cadrage macroéconomique sur les recettes et les dépenses, je crois d'ailleurs qu'aucun des anciens ministres des Finances siégeant ici, ni aucun rapporteur général du budget chargé de les défendre quand il était dans la majorité gouvernementale du moment, n'a échappé à la facilité de croire que le cadre était bon et solidement établi. Il y avait toujours une part de vérité.
Tout simplement parce que les prévisions de l'État s'appuient sur le travail des agents du ministère des Finances, même si, au passage, la RGPP a sérieusement mis en question la direction de la prévision, et celui des techniciens, des cadres, des agents de l'INSEE, dont la compétence et l'indépendance, produits de leur statut de fonctionnaire, sont unanimement et internationalement reconnus. La force de la prévision en France, c'est l'indépendance des fonctionnaires de nos administrations fiscales et financières. Ce qui nous a posé problème ici, sur la durée, ce sont les choix politiques. Le choix stratégique de la défiscalisation compétitive, celui de la réduction des cotisations sociales, ces abandons successifs de recettes qui ont conduit notre pays à cumuler aujourd'hui les déficits et la dette. Autant dire qu'il importe de continuer à faire confiance au service public de la statistique et de la prévision. C'est bel et bien pour ces motifs que nous ne pouvons que proposer la suppression de cet article 9. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur général. Oui, merci, Monsieur le Président. Je rappellerai très brièvement la position qui a été rappelée hier dans la première partie de nos débats. C'est que la Commission des finances a validé le principe de ce texte et donc de l'ensemble des articles qui en font partie. Et dès lors, comme je l'ai indiqué hier, tout amendement visant à la suppression de l'un ou l'autre de ces articles ne peut que recevoir l'avis défavorable du rapporteur général au nom de la Commission des finances. Donc avis défavorable. Merci. Avis du gouvernement. Défavorable, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu l'avis défavorable et de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement numéro 47. C'est Monsieur Gattolin qui le défend. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement donc complète l'alinéa 1 de l'article 9. En effet, en ratifiant le TSCG, la France a pris l'engagement vis-à-vis de ses co-contractants de respecter sa trajectoire de réduction du solde structurel. Mais ce n'est pas le seul engagement européen de la France. Par exemple, elle est également tenue par les objectifs stratégiques adoptés par le Conseil et le Parlement européen qui fixent des seuils à atteindre en matière d'emploi, d'exclusion, d'éducation, de recherche, de climat, d'énergie, etc. Or, tous ces objectifs stratégiques sont potentiellement contradictoires avec celui de maîtriser le solde budgétaire. Et en privilégiant uniquement ce dernier, le Haut Conseil donne indirectement des consignes au Parlement quant aux objectifs européens qu'il conviendrait de respecter et ceux dont on pourrait s'affranchir. Afin que le Parlement puisse se prononcer en toute connaissance de cause, cet amendement demande simplement au Haut Conseil de l'éclairer sur la pertinence de la trajectoire empruntée par la France pour atteindre ses objectifs européens, tous ses objectifs européens. On pourrait rétorquer que le Haut Conseil des finances publiques ne saurait se préoccuper de climat ou d'éducation. Ce serait toutefois méconnaître l'évidence selon laquelle les finances ont une dimension éminemment transversale. Ce n'est pas au ministre du Budget que je vais apprendre cette chose, lui qui éprouve quotidiennement la gratifiante transversalité de sa mission en allant porter dans les différents ministères la bonne nouvelle des crédits qui leur allouent. Alors, on pourrait également rétorquer que le Haut Conseil ne pourra se prévaloir d'une compétence technique que dans le seul domaine de la macroéconomie et des comptes publics. Cela, je ne le conteste pas et je n'y vois pas de contradiction avec cet amendement, car cet amendement ne demande pas au Haut Conseil d'entrer dans le détail de chaque politique publique, de se prononcer sur les meilleures mesures à mettre en œuvre pour atteindre un tel objectif d'économie, d'énergie ou tel taux de pauvreté. Non, il lui demande simplement de regarder le rapport annexé par le gouvernement au projet de loi de programmation prévu à l'article 5 et plus particulièrement les éléments mentionnés à l'alinéa 10 qui présentent la situation de la France au regard de ses objectifs européens. Sur la seule base des éléments fournis par le gouvernement et mentionnés à cet alinéa 10 de l'article 5 du présent projet de loi organique, le Haut Conseil aura alors simplement à émettre un avis permettant d'apprécier si la trajectoire présentée pour atteindre des objectifs est globalement pertinente. Par exemple, s'il constate qu'après écoulement de la moitié du délai, seuls 10% du chemin menant à l'objectif ont été parcourus, il pourra facilement déduire que cet objectif semble négligé.
À l'inverse, il pourra constater que si l'évolution des indicateurs peut permettre d'être confiant dans la réalisation en temps utile de tel autre objectif. Cet amendement donc ne méconnaît en aucune manière le rôle du Haut Conseil, n'en fait pas un arbitre des politiques publiques, ne préjuge pas de son expertise. Il contribue simplement à donner aux avis du Haut Conseil une ouverture de champ permettant d'éclairer plus largement, plus précisément et surtout plus objectivement le Parlement. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Notre collègue André Gattolin attire notre attention sur un sujet effectivement important, c'est d'éclairer le Parlement sur l'ensemble des aspects de la décision et de la politique publique. Mais pour autant, j'attire son attention sur le fait qu'il y a lieu de faire les distinctions entre ce qu'est l'information qui est demandée au gouvernement, notamment à l'appui dans les annexes de la loi de programmation des finances publiques, et l'information que le Haut Conseil est appelé à fournir au Parlement pour le champ décisionnel de celui-ci. À cet égard, j'attire votre attention, chers collègues, sur le fait que, à l'initiative de vos collègues députés du groupe écologiste, il a été intégré à l'article 5 un alinéa 10 qui donne effectivement injonction au gouvernement de fournir dans les annexes qui sont fournies à l'appui de la loi de programmation tout élément indispensable sur la situation de la France au regard, je cite, des objectifs stratégiques européens. Donc il y a, de ce point de vue, je crois, une avancée qui a été introduite, qui est souhaitable, certainement, et on ne peut que souscrire à cette préoccupation. Par contre, s'agissant du Haut Conseil à présent, puisque c'est de ça que nous débattons ici, moi j'attire votre attention sur le fait que ce Haut Conseil, c'est un organisme technique qui doit émettre un avis technique, et ceci sur les aspects conjoncturels, macroéconomiques et sur les finances publiques. Donc demander au Haut Conseil qu'il se prononce sur les domaines économiques et environnementaux, c'est sans doute aller au-delà de ce qu'est la philosophie de ce qui est demandé aujourd'hui à ce Haut Conseil. Et c'est la raison pour laquelle, compte tenu des avancées déjà obtenues à l'Assemblée et eu égard à ce problème lié à la finalité même du Haut Conseil, je vous suggère de retirer votre amendement, sinon je ne pourrai que donner un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur général. Avis du gouvernement, monsieur Cahuzac. Merci, monsieur le Président. La finalité de ce Haut Conseil est clairement de donner un avis sur les conséquences des politiques menées dans ce pays en matière d'équilibre budgétaire et de respect d'une trajectoire de finances publiques. Je ne crois pas que cet avis ait à aller au-delà de ce champ et certainement pas à apprécier ce qu'est la politique du gouvernement au regard de ses engagements européens. Au fond, le gouvernement n'est responsable de cette politique-là que devant le Parlement, le cas échéant devant ses partenaires. Mais donner l'impression qu'un Haut Conseil indépendant émettrait de la sorte un jugement qui ne serait pas une injonction et dont on sait la force que néanmoins ce jugement aurait, il me semble que c'est confier à cet organisme indépendant un rôle qu'au demeurant ses membres seraient probablement très gênés d'avoir à exercer et qu'en toute hypothèse, ni le gouvernement ni le Parlement ne pourraient accepter. Donc je vous suggérerais de retirer cet amendement, monsieur le sénateur. Merci. Monsieur Gattolin. Oui, j'entends bien les arguments. Alors effectivement, si on pouvait aller toujours plus loin, ça serait bien. J'accepte de le retirer pour ne pas compliquer la discussion. Merci. Merci, mon cher collègue. L'amendement est retiré. Nous en arrivons à l'amendement 60 de monsieur Arthuis. Monsieur le Président, vous avez la parole. Le Président, cet amendement a pour objet de renforcer le jalonnement de la trajectoire et de préciser qu'en cas d'avis défavorable exprimé par le Haut Conseil et sur l'estimation du produit intérieur brut potentiel, que ce Haut Conseil indique pour la période couverte par la programmation celle qu'il retiendra pour l'application du grand 1 de l'article 16. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé également un amendement 65 à cet article 16. Ce que je souhaite, c'est que
on évite tout abus manifeste de la part du gouvernement qui priverait le traité stabilité, coordination et gouvernance et le présent projet de loi de toute portée en cassant en quelque sorte le thermomètre. Ce projet de loi organique doit en effet répondre à un double objectif. Le premier est que la trajectoire du PIB potentiel servant à calculer le solde structurel doit être fixée une fois pour toutes au début de la programmation et ne pas pouvoir être remise en cause par le Haut Conseil. Mais ce qu'il faut, c'est prévenir toute tentation de biaiser la programmation et le potentiel de PIB. C'est peu dire que depuis une quinzaine d'années, les gouvernements successifs ont fait preuve d'un grand optimisme et d'un volontarisme dans les données macroéconomiques qu'ils ont retenues pour établir les lois de finances, les programmes de stabilité transmis à Bruxelles. Il suffit de reprendre le contenu de votre rapport, Monsieur le rapporteur général, pour en être convaincu. Et dans ces conditions, je crois qu'il est indispensable de demander au Haut Conseil, s'il devait constater et qu'il y ait un abus manifeste, de préciser sa propre trajectoire de potentiel de PIB et de prendre en compte cette trajectoire dans l'appréciation qu'il portera au moment des lois de règlement, également de la reddition des comptes de la sécurité sociale. La procédure serait donc la suivante. Lors de l'examen du projet de loi pluriannuelle des finances publiques, le Haut Conseil rendrait, comme le prévoit le texte adopté par la Commission des finances, un avis sur la trajectoire du PIB potentiel du rapport annexé. La différence serait, comme le prévoit cet amendement, qu'en cas d'avis défavorable, qu'il ne rendrait qu'en cas d'abus manifeste, le Haut Conseil fixerait lui-même la trajectoire du PIB potentiel qu'il utilisera pour estimer le solde structurel. Enfin, l'amendement 65 à l'article 16 prévoit par coordination que la trajectoire du PIB potentiel utilisée par le Haut Conseil pour la mise en œuvre du mécanisme de correction est celle figurant dans le rapport annexé à la loi pluriannuelle des finances publiques, sauf si le Haut Conseil lui a donné un avis défavorable. Dans ce cas, le Haut Conseil utiliserait la trajectoire qu'il aurait annoncée dans son avis sur le projet de loi de programmation des finances publiques. Tel est l'objet de cet amendement numéro 60. Merci, Monsieur le Président. Avis de la Commission, Monsieur Marc. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voulais dire à Jean Arthuis, avec l'expertise qui le caractérise sur ce type de sujet, il se penche véritablement sur le cœur du réacteur de la loi organique, puisque c'est bien là le sujet majeur sur lequel on a aujourd'hui à se prononcer. Mais il y a entre nous une différence d'appréciation notable, et la Commission des finances, je crois, m'a suivi dans cette analyse qui est la mienne, puisqu'il me semble que la proposition que vous faites revient à transférer au Haut Conseil des finances publiques la détermination du montant des mesures à prendre pour respecter la trajectoire des finances publiques. Le gouvernement et le Parlement seraient en quelque sorte, de notre point de vue, dessaisis de l'un des éléments essentiels de la politique des finances publiques. Ce n'est pas la position qu'a prise la Commission des finances. Et pour s'assurer que l'hypothèse de PIB potentiel sur laquelle repose la programmation est réaliste, la Commission a préféré faire en sorte que le gouvernement, comme le Haut Conseil, soient obligés de motiver leurs avis et propositions, de sorte que le Parlement puisse se prononcer en étant éclairé par un débat contradictoire. Sur le plan politique, on doute que, dans le système qui est proposé par la loi organique, le gouvernement ou le Parlement puisse s'écarter beaucoup de l'avis du Haut Conseil des finances publiques. En outre, j'attire votre attention sur le fait que le Conseil constitutionnel a indiqué dans sa décision du 9 août que la manière dont seraient pris en compte les avis du Haut Conseil serait l'un des éléments de son appréciation de la sincérité des textes financiers. C'est pourquoi, en réalité, on peut penser que le gouvernement ne voudra prendre aucun risque et négociera en amont avec le Haut Conseil. Dès lors que les préoccupations exprimées donc par notre collègue Jean Arthuis
sont déjà prises en compte par le dispositif du texte actuel, et en particulier par les modifications apportées par la Commission des finances, mieux vaudrait sans doute qu'il le retire. Et je l'invite peut-être aussi à se rallier à l'amendement 72 de notre collègue Jean-Pierre Caffet, qui va être examiné à l'article 16, qui satisfait un autre des objets de son amendement, à savoir la nécessité de clarifier les conditions dans lesquelles le Haut Conseil des finances publiques constate les écarts par rapport à la trajectoire de solde structurel. Voilà, chers collègues, les éléments d'analyse qui me conduisent, avec le soutien de la Commission des finances, à suggérer le retrait. Mais sinon, je ne pourrais être que défavorable, puisque dans notre analyse, il y a une forme de dessaisissement du Parlement face au Haut Conseil, et c'est évidemment une position qui ne peut être que celle que nous prenons face à un tel dessaisissement. Merci, Monsieur le rapporteur général. L'avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, je comprends ce qu'est votre intention. Au fond, tout en admettant le poids réel qu'aura ce comité des finances publiques, vous souhaiteriez que son poids soit plus grand encore. Tel est l'objet, me semble-t-il, avéré de votre amendement, qu'au demeurant vous assumez parfaitement. Or, il me semble que le texte proposé par le gouvernement est accepté dans son esprit, dans sa philosophie, par l'Assemblée, je le crois par la Commission des finances. Il me semble que ce texte-là donne un poids tout à fait incontestable à ce Haut Conseil, mais ne va pas au-delà de ce que nous estimons possible pour respecter les institutions de notre pays et surtout veiller à ce que le choix que nous avons fait de ne renier en rien ni les prérogatives du gouvernement ni la souveraineté du Parlement, veiller à ce que ce choix-là soit bien respecté lorsque nous définissons les missions de ce Haut Conseil ainsi que les moyens que nous lui donnons. Et il me semble que par votre amendement, vous franchissez cette ligne que nous avons voulu tracer de la façon la plus loyale qui soit à l'égard du Parlement, car nous n'estimons pas, c'est une divergence entre nous, nous n'estimons pas qu'il faille à ce point se méfier du gouvernement de la France et du Parlement de la République, qu'il faille donner au Conseil des pouvoirs et des prérogatives dont je répète que ses propres membres seraient probablement gênés d'avoir à les exercer. Rappelons quand même ce que sont les dispositions soumises au Parlement par le gouvernement. L'article 3 est très clair dans les missions qu'il confie au Haut Conseil. Il est exact que le Haut Conseil n'a pas à élaborer sa propre trajectoire ni ses propres hypothèses, puisqu'il juge celles qui lui sont soumises par le gouvernement avant que le Parlement ne se prononce, et le Parlement est libre d'accepter ou pas et ces hypothèses et cette trajectoire. Si votre amendement était adopté, et je pense que le rapporteur général a eu raison d'insister sur ce point, si votre amendement était adopté, alors on voit bien que le vote du Parlement, quel qu'il soit, serait soit subordonné à l'avis du Haut Conseil, soit censuré par le Conseil constitutionnel s'il décidait de s'affranchir de cette subordination. Cette ligne-là, nous ne voulons pas la franchir. Je comprends votre chemin, mais ce chemin, votre chemin, n'est pas le nôtre. Nous avons cette divergence. Mais je voudrais vous convaincre que notre chemin ne comporte pas les dangers que vous craignez et qui motivent votre amendement. Dans son considérant 27, le Conseil constitutionnel a bien indiqué que lorsqu'il aurait à juger des lois de finances, il tiendrait compte, dans ses décisions, de l'avis donné par le Haut Conseil, précisément sur les politiques publiques menées par le gouvernement et, le cas échéant, adoptées par le Parlement, politiques publiques visant à respecter cette trajectoire des finances publiques. Ce contrôle que vous souhaitez voir instauré ex ante, le texte que nous vous soumettons le prévoit ex post. Il me semble que c'est cela le bon équilibre qui permet de responsabiliser tout le monde, et le gouvernement lorsqu'il soumet ses hypothèses à trajectoire, et le Conseil lorsqu'il rend ses avis, et bien sûr le Parlement lorsqu'il a un vote à émettre, tant il est vrai que j'imagine mal un Parlement s'affranchissant gaillardement, si vous me permettez l'expression, de cet avis, votant des dispositions et adoptant une trajectoire se différenciant largement de celle qu'aurait validée le Haut Conseil, tout en sachant que, votant cela, il encourrait de façon très forte la censure du Conseil constitutionnel. Personne n'aime se faire censurer par le Conseil, où qu'il siège dans cette enceinte ou à l'Assemblée nationale, et quelle que soit l'inspiration politique du gouvernement du pays. Donc je crois que l'équilibre que nous avons trouvé est le bon.
Je pense que votre amendement et les amendements de cohérence ou de conséquence que vous avez proposés s'affranchissent de cet équilibre et comme tel, je ne crois pas possible. Pour cette raison, pardon, je ne crois pas possible d'accepter vos amendements et j'apprécierais même beaucoup, sachant ce qu'est votre combat et ce qu'a été votre combat pour faire œuvre de pédagogie à l'égard du nécessaire équilibre de nos finances publiques, j'apprécierais que vous le retiriez. À défaut, je demanderai au Sénat de voter contre. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Arthuis. Chers collègues, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, j'ai bien entendu vos observations. Vous avez fait le choix d'un texte souple. C'est d'ailleurs le sens de la réponse que vous avez faite à nos collègues du groupe communiste hier pour repousser la question préalable. Au fond, c'est une loi organique qui nous engage très modérément. Pour ma part, je n'oublie pas l'état du malade. Nous avons à combattre une triple addiction. Addiction au déficit public, addiction à la dépense publique, addiction à l'endettement public. Et donc, ne nous laissons pas aller à des ersatz. Dans le cas particulier, je souhaite aussi responsabiliser le Haut Conseil des finances publiques. Et s'il exprime un avis défavorable, s'il considère qu'il y a abus manifeste, il doit mettre sur la table sa propre projection et la prendre en considération au moment des lois de règlement, au moment de l'arrêté des comptes, du jugement sur la sincérité des comptes, de tenir compte de la trajectoire qui la définit. C'est une incitation à renforcer la responsabilité pleine et entière du Haut Conseil des finances publiques. Alors, cette disposition ne porte en aucune façon un doute quelconque sur l'actuel gouvernement, Monsieur le Ministre. Il s'agit d'une disposition pour les gouvernements à venir. Mais nous sommes allés si loin dans une sorte de laisser-aller collectif, parce que nous étions incapables de prendre des arbitrages, nous racontant sans cesse des histoires pour différer les réformes structurelles et les arbitrages courageux. Je pense que, pour ma part, ayant voté le projet de loi instituant une règle d'or que nous n'avons pas pu faire consacrer par la Constitution, dans la Constitution, puisqu'il n'y avait pas de majorité au Congrès, je ne suis pas prêt à faire un pas si important entre le texte portant règle d'or que nous avons voté et la loi organique qu'on nous propose. C'est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement. Merci, Monsieur le Président Arthuis. Monsieur le Président Marinet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce débat est particulièrement utile. Il faut remercier Jean Arthuis de l'avoir suscité et le rapporteur général qualifiait ce point de cœur du réacteur. Je voudrais m'adresser à vous, Monsieur le Ministre, pour que vous puissiez nous expliquer comment vous voyez la phase d'échange, de dialogue. Le rapporteur général a utilisé l'expression négociation en amont entre le gouvernement et le Haut Conseil des finances publiques. Je pense pour ma part que si le Haut Conseil devait formuler une estimation du PIB potentiel, une vision de la convergence, sensiblement en décalage par rapport au gouvernement, cet avis aurait une portée très grande et comporterait des sanctions quasi immédiates. Sanctions sur les marchés peut-être, sanctions dans l'esprit des responsables de la Commission de l'Union européenne. N'oublions pas que la Commission, dans le cadre des dispositions existantes, des règles européennes existantes, a le pouvoir, non pas de réformer ce que nous votons, mais de renvoyer un programme de stabilité à son auteur en mettant en question
la plausibilité de la courbe et certaines des hypothèses de base. Si le Haut Conseil formulait une estimation en décalage sensible avec l'estimation du gouvernement, il me semble que ceci attirerait l'œil des institutions communautaires, car ces dernières vont exercer sur les documents budgétaires des différents États de l'Union, mais surtout de la zone euro, ce que nous appelions dans différents documents une surveillance multilatérale. La Commission, à la vérité, fera cela pour le compte de l'ensemble des États solidairement responsables au sein de la zone euro. Donc, pouvons-nous réellement croire à la survenance possible d'un tel décalage entre l'estimation du Haut Conseil et l'estimation du gouvernement? Monsieur le ministre, pouvez-vous, peut-être pour que nous puissions comprendre de manière plus concrète ce qui peut se passer, nous dire en effet comment vous envisagez la phase d'échange préalable entre le gouvernement et le Haut Conseil, et peut-on même imaginer, Monsieur le ministre, cette estimation décalée du Haut Conseil, sachant que le Conseil constitutionnel, pour sa part, comme il l'a dit par avance dans l'avis que vous avez cité, se fondera sur l'opinion du corps indépendant qu'est le Haut Conseil pour procéder à son examen de sincérité, donc de constitutionnalité. Monsieur le ministre, c'est en fonction de la réponse que vous donnerez que je serai vraiment en mesure de m'orienter quant au vote à émettre sur la proposition de Jean Arthuis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, souhaitez-vous répondre à Monsieur Marini? Merci, Monsieur le Président. Ce souhait est tout à fait ardent au regard de l'enjeu que Monsieur Marini vient lui-même de définir. Monsieur le Président, l'indépendance ne veut pas dire pour le Haut Conseil l'enfermement, et la souveraineté pour le gouvernement ne veut pas dire l'isolement. L'un ne sera pas enfermé dans je ne sais quelle tour d'ivoire, et le gouvernement n'a pas à s'isoler d'un Haut Conseil dont il a demandé la création et dont il sait pertinemment le rôle majeur qu'il s'apprête à jouer. L'un n'étant pas enfermé, l'autre n'étant pas isolé, comment imaginer qu'aucune discussion n'intervienne? Évidemment que ces discussions interviendront, et qui mettrait en doute l'indépendance du Conseil constitutionnel au motif que le secrétariat général du gouvernement, au nom précisément du gouvernement, discute avec les membres du Conseil constitutionnel lorsque celui-ci s'interroge sur la régularité au regard de notre loi suprême de telles dispositions votées par le Parlement à l'initiative du gouvernement. Personne n'a jamais remis en cause l'indépendance du Conseil, lors même qu'à chaque examen d'un texte qui lui est soumis, le Conseil consulte, demande des avis, écoute soit le secrétariat général du gouvernement, soit telle ou telle personnalité, soit oralement, soit par écrit, et l'on sait que la procédure de l'amicus curiae est une procédure qui rencontre un incontestable succès pour cette juridiction suprême. Et personne ne remet en cause l'indépendance du Conseil constitutionnel pour autant. Donc il me semble que ce précédent est un précédent heureux qui permet d'exciper du respect de l'indépendance du Haut Conseil des finances publiques, tout en reconnaissant bien volontiers que très en amont, le gouvernement ne négociera ou discutera peut-être davantage. Mais quand on discute, ne négocie-t-on pas d'une certaine manière, puisque l'on tente de faire prévaloir son point de vue. On tente donc de développer des arguments. Vous me demandez de vous convaincre, je discute avec vous, et d'une certaine manière, Monsieur le Président, je négocie votre rejet de cet amendement. Il n'y a là rien d'infamant, ni de votre part en m'ayant demandé de vous convaincre, ni de ma part en tentant de le faire. Personne n'abdique la moindre parcelle d'indépendance, ni vous ni moi, et encore moins de conviction. Donc oui, très en amont, il est hautement probable que les autorités de ce pays, quelles qu'elles soient, discuteront avec ce Haut Conseil, tant il est vrai qu'il vaudrait mieux que les choses se passent bien, autrement dit que le Haut Conseil valide de la manière la plus objective et indépendante qui soit les hypothèses du gouvernement, plutôt que d'être amené à donner un avis qui démontrerait que ce que fait le gouvernement ne convient pas au regard des engagements
de trajectoire de finances publiques qu'il a pu prendre. Chacun voit bien qu'il vaut mieux cette discussion en amont plutôt que ce formidable désordre qui naîtrait d'un avis défavorable, d'un point de vue qui serait sévère, l'ensemble transmis au Parlement, lequel, dans sa majorité, se trouverait dès lors fort embarrassé entre une loyauté qu'il doit à un gouvernement qu'il soutient et le devoir qui lui commanderait de veiller à ce que notre pays, précisément, ne soit pas sanctionné. Donc je crois que ce processus sera vertueux et certainement pas médiocre. Je crois qu'il sera vertueux et qu'il poussera les uns et les autres, et quels qu'ils soient, Monsieur le sénateur Arthuis, en dépit du passé des uns et des autres en la matière, encore que le vôtre est particulièrement peu répréhensible. Chacun sait bien les efforts que vous avez faits vous-même entre 1995 et 1997. Chacun voit bien donc que, quelles qu'elles soient les autorités de ce pays devront tenir compte de cette nouvelle procédure et de l'impératif qui sera celui de tous les gouvernants de rompre avec ce passé, ce que vous avez appelé vous-même, Monsieur le sénateur, cette addiction à l'endettement et à la dépense incontrôlée. Voilà donc la réponse que je me permets de vous faire, Monsieur le Président, en espérant que l'enjeu que vous avez vous-même signalé aura été relevé. En tout cas, je m'y suis efforcé du mieux que je pouvais et j'espère bien sincèrement vous en avoir convaincu. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 60. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement 61, toujours de Monsieur Arthuis. Monsieur le Président, vous avez la parole. Il est retiré? Je vous en prie. 62, 63 et 64. Et je vais retirer également le 65 puisqu'il était en coordination avec le 61 que le Sénat vient de rejeter. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc mettre aux voix l'article 9. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Article 9, oui. Avis contraire? Il est adopté. Nous en arrivons à l'article 10 avec un amendement numéro 30 qu'il défend. C'est Madame Beaufils. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, vous le savez, nous ne croyons pas à l'utilité du Haut Conseil des finances publiques. Il est donc logique que nous soyons opposés, au moins par principe, au contenu des articles qui en décrivent les pouvoirs et compétences. Pouvoir étant d'ailleurs un mot pour le moins excessif puisque le Haut Conseil rendra un avis sur tout projet de loi de caractère budgétaire ou assimilé, mais seulement un avis. Il s'agit ici de l'avis que le Haut Conseil serait habilité à produire à la fois sur le projet de loi de finances comme sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'avis du Haut Conseil présente un double caractère. Il s'agit d'une part de valider le cadrage macroéconomique du projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, en quelque sorte de retenir comme censés les chiffres clés des lois concernées et d'autre part mesurer la cohérence de ces deux projets. Les études de conjoncture de l'INSEE, du ministère des Finances lui-même, voire la documentation produite par la Banque de France, sont autant d'éléments aujourd'hui permettant à tout député et sénateur, pour peu qu'il s'intéresse aux questions relatives aux finances publiques, et suffisent amplement, me semble-t-il, pour juger de la fiabilité des hypothèses de cadrage retenues par le projet de loi. Quant à la cohérence entre ces deux textes, elle procède une fois encore non d'une approche présumée indépendante, mais somme toute technocratique d'abord et avant tout, alors même que la cohérence d'un texte de cette nature est, nous semble-t-il, d'abord politique. Nous nous sommes opposés de tout temps au projet de loi de finances déposé sous la précédente législature, quant aux choix justement qui étaient opérés, aux mesures fiscales qui pouvaient y être prises. Mais loin de nous l'idée que le moindre de ces projets de loi n'ait eu une cohérence poursuivant des objectifs précis. Que nos collègues de l'opposition d'aujourd'hui et de 2002 à 2012 étaient convaincus que la baisse des impôts dus par les entreprises ou de ceux dus par les ménages les plus aisés pouvait constituer une solution structurelle aux problèmes de la société et de l'économie française est un fait. Laissons donc au débat parlementaire, au débat d'idées, toute sa pertinence. Nous croyons beaucoup, nous, au rôle du politique dans ce domaine. Merci, ma chère collègue. Avis de la Commission, Monsieur Marc.
L'avis est défavorable, Monsieur le Président, pour la raison qui a déjà été explicitée, puisqu'il s'agit de supprimer l'un des articles de ce projet de loi organique sur lequel la Commission s'est prononcée favorablement dans son ensemble. Si avis du gouvernement, même avis? Merci, Monsieur le Ministre. Pas d'explication de vote. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 10. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement numéro 9 de M. Daudigny au nom de la Commission des affaires sociales. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement, toujours présenté au nom de la Commission des affaires sociales, vise à permettre un avis du Haut Conseil sur la cohérence entre les orientations pluriannuelles de solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques et le contenu du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année. Il y a dans cet amendement, donc, sur ce point, un souci de parallélisme de comportement entre la loi de finances et la loi de financement. Merci, Monsieur Daudigny. Avis du gouvernement. De la Commission, pardonnez-moi. La Commission des finances est favorable. Merci. Gouvernement favorable. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 9 de la Commission des affaires sociales. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Nous en arrivons à l'amendement 51 de M. Placé ou de M. Gattolin. Monsieur Gattolin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit en fait d'un amendement de coordination avec l'amendement 49 que nous avons adopté concernant l'article 6. Il s'agit de compléter l'alinéa 1 par la phrase suivante. Le gouvernement précise si les hypothèses ayant servi le calcul du solde structurel de l'année sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques. En effet, étant donné qu'il n'y a pas nécessairement de loi de programmation de finances tous les ans, il est très important de savoir si les soldes que l'on compare sont fondés sur les mêmes hypothèses. Donc, pur amendement de coordination. Merci. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. C'est un amendement, Monsieur le Président, qui apporte une précision utile. En effet, un solde structurel donné peut correspondre à des réalités différentes selon l'estimation du PIB potentiel que l'on retient. Et dans ces conditions, la proposition qui est faite nous semble aller dans le bon sens. La Commission est favorable. Merci. Même avis du gouvernement, Monsieur le Ministre? Merci. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 51 qui a reçu un avis favorable et de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. L'amendement 62 a été retiré par M. Arthuis. Je vais donc mettre aux voix l'article 10. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'article 10? Avis contraire? L'article 10 est adopté. Nous en arrivons à l'article 11 avec l'amendement 31. C'est M. Bocquet qui le défend. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement est dans le droit fil des amendements que nous avons déposés sur la thématique du rôle de l'autorité indépendante qui est appelée à devenir le Haut Conseil des finances publiques. Voici en effet que l'article ouvre la faculté pour le Haut Conseil de donner un avis sur le contenu et la cohérence de toute loi de finances rectificative. Nul doute qu'entre 2008 et 2010, le Haut Conseil, si tant est qu'il eût déjà existé, aurait eu de quoi faire avec les lois de finances à répétition que nous avons pu connaître, un jour pour sauver les banques avec l'argent public, un autre pour sauver les banques engagées en Grèce avec l'argent public, et jamais pour sauver l'argent public de la prédation bancaire. Plus sérieusement, si l'on peut dire, je ne suis pas certain de l'absolu bien fondé de l'avis du Haut Conseil, là encore. Même si la situation a quelque peu évolué, comment qualifier ce qui est un collectif budgétaire? Dans la norme budgétaire antérieure, si l'on peut dire, l'année civile se terminait assez souvent par un collectif de fin d'année, sorte de collectif de constatation, où, de fait, assez peu de choses étaient susceptibles de changer, notamment du point de vue des recettes fiscales, vu la date de promulgation de ce type de loi. L'autre hypothèse, c'est celle des collectifs faisant suite à une alternance politique. Là, les données du débat sont claires, il s'agit d'affirmer, comme un manifeste, ce qui fait la différence entre l'équipe qui arrive au pouvoir et celle qui vient d'en être privée. Autant dire que la cohérence du texte est toute trouvée et n'a sans doute qu'assez peu à voir avec ce que pourrait, objectivement, penser un organisme indépendant. La cohérence est politique, même si le désastre est ensuite au rendez-vous du point de vue des comptes publics. Je fais enfin observer à notre Haute Assemblée que des lois n'ayant pas le caractère de loi de finances
peuvent fort bien incarner la cohérence d'une politique et donc ne pas être assimilables à un collectif budgétaire. Au témoin d'un doute, mais pour peu que je me souvienne, ni la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier d'août 1997, ni la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat de l'été 2007 n'étaient des lois de finances rectificatives, quand bien même étaient-elles toutes les deux dotées d'une cohérence politique et largement constituées par des mesures de caractère fiscal. C'est-à-dire que rien n'empêchera demain le gouvernement de se dispenser de tout collectif budgétaire et donc de l'avis du Haut Conseil, si tant est qu'un texte présenté au Parlement présente des dispositions fiscales, mais pas seulement, et ne présente donc pas de fait le strict caractère d'une loi de finances. Après tout, le dispositif Dutreil a bien été ajouté au Code général des impôts au travers d'une loi très ordinaire sur l'entreprise individuelle. Pour tous ces motifs, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement de suppression de l'article 11. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission, Monsieur Marc. L'avis est défavorable. Les arguments ont déjà été fournis tout à l'heure. Merci. Même avis du gouvernement. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 31. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Amendement 52 rectifié. C'est M. Gattolin qui le défend. Oui, Monsieur le Président, il s'agit à nouveau d'un amendement de coordination, toujours dans le même esprit que l'amendement 49 et l'amendement 51 adapté. Il s'agit de préciser si les hypothèses ayant permis le calcul du solde excusez-moi, la fatigue, ayant permis le calcul du solde structurel dans le projet de loi de finances rectificative ou dans le projet de financement de la sécurité sociale sont les mêmes que celles ayant permis de le calculer pour cette même année dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques, de manière à ce que les comparaisons soient fondées. Merci. Avis de la Commission, Monsieur Marc. La Commission est favorable puisque nous avons déjà voté tout à l'heure l'amendement source de cet amendement de coordination. Même avis du gouvernement? Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu l'avis favorable et de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il est adopté. Amendement numéro 15 du président Marini. Monsieur le Président, vous avez la parole. C'est un amendement qui ne porte que sur un seul mot, mais qui me paraît important dans le cadre de notre discussion. Nous avons vu dans quelles conditions le Haut Conseil des finances publiques est constitué. On en reparlera peut-être en commission mixte paritaire, au moins sur un aspect des choses, et surtout les compétences de ce Haut Conseil. Ces compétences s'exercent sur les lois de programmation, sur les lois financières annuelles, loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale. Mais nous savons, mes chers collègues, que des phénomènes importants peuvent se produire dans la vie économique et budgétaire de notre pays à une échelle au sein d'une même année civile, à une échelle infra-annuelle, et que ceci se traduit par des lois de finances rectificatives, voire par des lois rectificatives de financement de la sécurité sociale. Nous avons l'expérience des années passées, depuis la crise de 2008-2009, où les occasions de nous retrouver sur des collectifs budgétaires se sont multipliées. 2009, 2010, 2011, 2012. Peut-être 2013 ne fera-t-elle pas exception à la liste, nous le verrons bien, mais je trouve contestable, je trouve dangereux, à la vérité, que la compétence du Haut Conseil soit purement optionnelle en ce qui concerne les lois de finances rectificatives et les lois de financement de la sécurité sociale rectificatives, car il peut s'agir d'un point de fuite permettant au gouvernement de s'écarter de son objectif. En tout cas, cela me paraît être un défaut de la cuirasse, un défaut sérieux. C'est pourquoi j'ai cru devoir le signaler. Il me semble qu'il serait bien préférable de rétablir la symétrie
entre les compétences, les prérogatives du Haut Conseil pour les lois rectificatives comme pour les lois initiales. Et au demeurant, s'il peut exister, nous avons vu cela en 2008 avec les mesures de soutien aux banques, des lois de finances rectificatives n'ayant pas d'impact budgétaire, cela peut exister. C'est très rare, c'est très exceptionnel et il serait facile, il serait très rapide que le Haut Conseil, dans un cas de figure de ce type, réponde qu'il n'y a pas lieu de formuler des observations puisque le texte ne modifierait pas les conditions de l'équilibre général des finances publiques. Mais toute loi rectificative comportant un article d'équilibre, modifiant les conditions établies dans la loi de finances ou la loi de financement prévisionnel, me semble, par souci de rigueur, devoir être soumise dans les mêmes conditions que les lois initiales au Haut Conseil des finances publiques, et tel est le but du présent amendement. Merci, Monsieur le Président. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général. Alors c'est bien entendu, Monsieur le Président, mes chers collègues, un amendement, on peut dire de fond, un amendement important dans l'examen de cette loi organique. Et on peut dire que cet amendement est intéressant en ce sens qu'il vise à supprimer un point de fuite du dispositif, puisque la justification des collectifs budgétaires est souvent de tirer les conséquences d'une évolution de la conjoncture et en sens inverse, on peut aussi penser qu'il est souhaitable que tous les collectifs, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sont déposés, adoptent un cadrage aux prévisions les plus récentes. Alors on peut imaginer que le Haut Conseil se saisira de tous les collectifs. On peut l'imaginer, puisqu'il en aura la faculté de par la rédaction actuelle. Toutefois, la dissymétrie entre le régime des lois de finances et celui des lois de finances rectificatives peut étonner. Certes, il peut y avoir des collectifs qui ne justifient pas d'avis du Haut Conseil sur le fond. Mais on peut imaginer que le Haut Conseil rende alors un avis formel indiquant qu'il n'a pas d'observation à formuler. En tout état de cause, si nous adoptions cet amendement, il faudrait, me semble-t-il, que le Haut Conseil mette tout en œuvre pour être en mesure de se prononcer très rapidement, dans les délais les plus rapides. Il ne faudrait pas que l'obligation de consulter le Haut Conseil soit susceptible de freiner un processus législatif urgent. Souvenons-nous de ce PLFR de septembre 2008, conçu en urgence, en pleine crise bancaire, et où il a fallu aller très très vite. Donc il ne faudrait pas que le fait que l'on ait à faire intervenir le Haut Conseil soit susceptible de freiner la mise en œuvre du dispositif de collectif budgétaire. Dès lors, il nous semble qu'il serait sans doute opportun, dès lors que l'amendement serait adopté, que le règlement intérieur du Haut Conseil prévoie une procédure à cet effet, une procédure d'intervention en urgence, de manière qu'il n'y ait aucune difficulté de ce point de vue-là. Voilà, sous le réserve de ces observations, la Commission des finances a émis un avis favorable à cet amendement qui, comme je le répète, vise à supprimer un point de fuite du dispositif. C'est, je crois, une bonne formule pour résumer un peu la situation. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un débat intéressant. On l'a devant le Sénat, au sein du Sénat, pardon, on l'a eu à l'Assemblée nationale. Et les termes de ce débat sont effectivement passionnants. Le texte prévoit que le Haut Conseil peut rendre. Autrement dit, on laisse toute latitude au Conseil, en vérité à ses membres et probablement à son président, de décider, selon la nature de telle ou telle loi de finances rectificative, s'il doit ou pas rendre cet avis. Et je pense que le rapporteur général a raison quand il indique que pour certaines lois de finances, cet avis n'est probablement pas indispensable. Souvenez-vous, dans les 5 dernières années, il y eut des lois de finances, je pense en particulier à certaines d'entre elles d'aide d'urgence à des pays membres de la zone euro, il y eut des lois de finances pour lesquelles l'avis du Haut Conseil n'aurait pas, me semble-t-il, été indispensable d'une manière ou d'une autre.
Si votre amendement est adopté, monsieur le sénateur, il faudra néanmoins qu'il rende un avis, mais il semble que le rapporteur ait indiqué alors ce que pourrait être la position du Haut Conseil des finances publiques. Il peut même aller jusqu'à dire que sur cette loi de finances, il n'a pas d'avis pertinent ou décisif ou différent à donner, notamment par rapport au dernier qu'il ait pu rendre. Y aurait-il un frein? Le frein existe en toute hypothèse, puisque dès lors que le Haut Conseil décide de rendre un avis, il s'autosaisit. Et donc, cet argument du délai, à mon avis, existe quoi qu'il arrive, monsieur le rapporteur général, et il est laissé à la libre appréciation du Haut Conseil et de ses membres. Toutes les lois de finances ne le méritent pas. Le frein peut exister en toute hypothèse. Je vois bien ce que vous souhaitez, monsieur le sénateur, crédibiliser cette institution, ce qui va exactement dans le sens voulu par le gouvernement. Dans ces conditions, même si à l'Assemblée nationale j'avais émis un avis négatif demandant au rejet de l'amendement, ici, au regard de ce débat qui prend une certaine ampleur, qui ne se dément pas quant à son intérêt, au regard des arguments que vous avez vous-même développés, auxquels je dois reconnaître être en partie sensible, le gouvernement appelle à la sagesse du Sénat. Merci, monsieur le ministre. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Monsieur Delattre. Monsieur le Président, je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler que cet amendement a été voté à l'unanimité à la Commission des finances. Et je voudrais demander au ministre s'il accepte un sous-amendement en séance consistant à dire que la rédaction de l'article 11, qui, en cas de dépôt au Parlement, c'était le dépôt du texte du gouvernement, aujourd'hui nous avons l'article 11 amendé par l'Assemblée nationale qui dit lorsque le gouvernement prévoit de déposer à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de dire au Parlement, c'est-à-dire revenir à votre texte initial, parce qu'à vrai dire, si éventuellement ça concernait le financement des collectivités locales, je regrette, constitutionnellement, c'est le Sénat qui est saisi prioritairement. C'est la réforme dite Raffarin. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, je comprends votre intention, Monsieur le Sénateur. Le gouvernement ne peut pas donner d'avis favorable à ce sous-amendement. Vous savez, comme moi, ce qu'est la prérogative de l'Assemblée nationale au regard des lois de finances. C'est une disposition de nature constitutionnelle. Vous imaginez l'écho qu'aurait cet amendement si le gouvernement l'acceptait, comme ça, subrepticement, nous engagerions une réforme constitutionnelle. Bon, nous faisons déjà un bon travail, un bon et important travail, peut-être. Souvenons-nous que qui trop embrasse mal étreint. Je vous suggère d'en rester à l'étreinte que vous suggère le sénateur Marini. La discussion sur ce projet de loi organique qui met en œuvre le traité européen prendra donc fin ce soir au Sénat. Un texte qui sera adopté sans trop de difficultés puisque, comme à l'Assemblée, il est soutenu par une large majorité. L'UMP, le centre et les écologistes le soutiennent. Seul le Front de gauche et quelques radicaux de gauche s'y opposent. Cependant, il ne sera pas voté dans les mêmes termes qu'à l'Assemblée puisque le Sénat a déposé de nombreux amendements. Une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs devrait donc être convoquée la semaine prochaine pour parvenir à un texte commun. Tout de suite, c'est l'heure de Preuve par 3, l'émission politique de Public Sénat qui reçoit le sénateur UMP de la Meuse, Gérard Longuet. Très bonne soirée à tous sur Public Sénat.